Merci beaucoup, Monsieur le Président. Merci beaucoup, cher Sergio Fausto, pour l'introduction, la présentation de notre intervention, Marc et moi-même. Alors, je ne sais pas si c'est... C'est bon, c'est bon. C'est bon? Il y a quelque chose que ne marche pas. C'est très bien. Je vous présente le cadre général dans lequel s'inscrit notre réflexion. Comme il a été dit, et mon collègue Marc Lazare pointera davantage le cas français dans un moment historique qui frappe par sa singularité. Il se passe quelque chose. Et il y a manifestement une série d'événements politiques qui indiquent que nous sommes dans un cycle politique nouveau qu'il faut caractériser et qui n'est pas du tout contingent, qui n'est pas une situation de courte durée. Nous entrons dans un nouveau monde et on en voit les premières manifestations. Sur le plan politique, c'est ce que l'on qualifie, à travers les différentes perturbations enregistrées, dont on va vous dire un mot, l'explosion des populismes en Europe. Alors, je vous rassure, on ne va pas parler pendant des heures, donc on ne peut pas présenter l'ensemble du phénomène populiste, qui est à la fois très ancien, qui a existé ou qui existe partout dans le monde, sous des formes à chaque fois très différentes. Il y a des particularités. Il y a eu du populisme russe, du populisme américain à la fin du 19e siècle avec le People's Party, populisme latino-américain, populisme arabe, beaucoup de formes de populisme. D'une certaine manière, l'Europe a connu des formes de populisme, même si on ne qualifiait pas ainsi ces mouvements jusqu'à la fin des années 30. Mais ce qu'il faut observer, c'est qu'à partir de 1945, en tout cas en Europe occidentale, à partir de 1945, les démocraties s'installent, fonctionnent de manière efficace, et les partis protestataires sont marginalisés, disparaissent à l'extrême droite, perdent de leur influence à l'extrême gauche, et finalement, on a le sentiment d'aller vers l'âge d'or démocratique, démocratie pluraliste, apaisée, capable de produire les ressources et de les distribuer ensuite entre les différentes catégories sociales avec des progrès matériels indiscutables sur le plan matériel. La qualité de la vie, l'espérance de vie augmente, les libertés sont plus nombreuses. C'est une vraie réussite politique que la démocratie libérale en Europe occidentale au cours des 30 Glorieuses. Puis il y a un changement, quelque chose qui se met à raisonner de façon différente. C'est difficile de trouver l'origine elle-même. Et encore une fois, il faut qu'on soit relativement rapide. Il y a certainement, au cours des années 70, le début d'un malaise qui ne se voit pas tout de suite, une espèce d'accélération des alternances politiques dans les démocraties européennes. On voit plus souvent, non plus un parti qui domine, qui gouverne de manière durable, mais de plus en plus des partis qui se succèdent, droite, gauche, l'alternance devient une espèce de règle, alors avec des moments différents selon les pays, mais bon, on a là-dessus beaucoup de statistiques que je ne vais pas les mobiliser, c'est tout à fait documenté. Donc il y a l'alternance qui devient la règle, et ça veut dire aussi que les électeurs, de plus en plus souvent, sanctionnent ceux qui gouvernent. La droite, la gauche, la droite, la gauche. Et une espèce d'insatisfaction
qui s'installe déjà à la fin des années 1970. Hein. Puis je crois qu'il y a un autre événement très important qui est la crise du communisme et l'effondrement de l'URSS. Je le dis en un mot, rapide, mais c'est un grand sujet. L'effondrement du communisme, c'est en quelque sorte un événement inédit pour la démocratie européenne. C'est spectaculairement important, puisque pour la première fois dans l'histoire de la démocratie européenne, on va dire depuis la fin du XIXe siècle, pour avoir des termes à peu près comparables, système pluraliste, suffrage large, masculin, mais suffrage large, liberté de la presse, un modèle à peu près comme celui que nous avons. Pour la première fois, la chute du mur met fin à l'alternative. Il n'y a plus d'autre choix possible que le modèle dans lequel nous sommes. Alors on peut se réjouir, c'est mon cas, considérant que les régimes communistes sont des dictatures, je n'ai pas pleuré leur disparition. Mais il est vrai aussi qu'il y a un problème. Qu'est-ce qu'une démocratie dès lors qu'on a le sentiment que de toute façon, il n'y a plus de vrai choix? On peut changer les équipes, mais on ne change pas vraiment les politiques. Et c'est un malaise qui est entré doucement. Et cette situation-là est entrée en harmonie, en quelque sorte, avec des changements très profonds. Et c'est des grandes variables historiques que je dis très vite, mais le vieillissement démographique de l'Europe, le vieillissement démographique, ça c'est un sujet absolument important, c'est un déterminant très puissant. L'épuisement des budgets publics européens, ils ne sont pas tous en déficit comme la France, mais tous savent qu'ils ne seront plus aussi généreux demain qu'ils ont été généreux hier. Et ça complique la tâche des gouvernants, bien sûr. Et donc, dans ce cadre-là, on voit apparaître un nouveau compétiteur qui va chercher à tirer profit des difficultés de la gauche, de la droite, de ces effets du vieillissement démographique. On ne sait pas très bien comment les appeler. Ça vient plutôt de l'extrême droite au début. Mais ensuite, ça prend toutes les formes possibles. Et nous avons, en Europe, à partir des années 1990, un peu avant, pour certains pays, peu importe, à partir des années 1990, nous avons, dans les pays européens, et je dis bien européens, pas simplement l'Union européenne, c'est très important, dans les pays européens, nous avons un parti populiste qui apparaît, ou un parti qui se métamorphose et qui devient populiste. Et puis, il y en a un deuxième, et puis il y en a partout. Ils surgissent comme ça, comme des champignons. Mais ce sont des champignons qui ne disparaissent pas le lendemain. Et donc, c'est un phénomène. Donc, la simultanéité de l'apparition au cours de la même décennie, grosso modo, la permanence, ils ne disparaissent pas. Le développement de ces partis, leur succès électoral est de plus en plus grand, caractérise à l'évidence un phénomène. Si nous avions eu cette discussion en 2012, je vous aurais dit, il y a encore un pays qui résiste, c'est l'Allemagne. En 2013 est fondée Alternative für Deutschland, et vous savez que récemment, une centaine de députés sont entrés au Bundestag. Si nous étions hier, avant le 1er octobre, je vous aurais dit, l'Espagne a un populisme de gauche, mais c'est encore un peu à part. Peut-être que depuis la crise catalane, à mon avis, crise populiste, il y aura en Espagne l'émergence, c'est l'hypothèse que je ferai par jeu intellectuel, l'émergence d'un populisme de droite qui n'existe pas en Espagne, mais qui pourrait partir de cette espèce de crise de la nationalité espagnole. C'est d'ici. Je suis mon PowerPoint, mais il faut que je vous montre aussi. Alors, ça, c'est une grande étude que nous avons menée dans 26 pays,
l'Union européenne, l'Europe pour 25 pays et les États-Unis en plus, donc ça fait 26. Et je vous donnerai quelques informations très vite, là, dans quelques minutes, sur quelques aspects intéressants qui éclairent notre sujet. Juste un rappel sur une séquence récente, le Brexit. Chacun s'en souvient. 2016. 2016, élection de Donald Trump. 2016, l'élection présidentielle autrichienne. Alors regardez, vous vous souvenez peut-être, si vous avez suivi, il y a eu 2 fois le second tour. Une première fois, et puis il a été annulé, et une seconde fois. Et regardez les résultats que vous avez ici. Le populiste Norbert Hoffner, qui fait 35% au premier tour. Et regardez les grands partis, le SPE, le Parti social-démocrate, à peine 11. La droite, l'OVP, le grand parti de droite, 11. Éliminé. Et Alexander Van der Bellen, le nouveau président autrichien, c'est un candidat indépendant, un peu écologiste, mais surtout indépendant, presque élu par hasard. Grande qualité, mais il était vraiment dans une situation un peu hasardeuse. Et vous le voyez, même au second tour, même à la deuxième édition du second tour, la moitié des Autrichiens ont voté pour le candidat populiste. Pratiquement la moitié. C'est considérable. Passons à 2017. Les élections aux Pays-Bas. C'est vrai que le populiste, ici en rouge, Geert Wilders, n'a pas réussi à gagner, mais c'est parce que, et ça c'est très intéressant, c'est parce que Mark Rutte, le Premier ministre de droite, a fait une campagne populiste, surtout sur le thème de l'immigration, avec des... Je n'ai pas le temps de lire ce passage, sa lettre aux Néerlandais est extrêmement dure. Quand on voit le texte, ça se termine par « behave normally or leave ». Et le texte est très violent. C'est la lettre qu'il a envoyée, qu'il a publiée dans la presse. C'est très violent contre les immigrés qui, selon lui, ne respectent pas les règles et les valeurs des Pays-Bas. Donc le populiste n'a pas gagné, mais le parti vainqueur est devenu un peu plus populiste sur ce thème-là. Et puis il y a eu l'élection française. Alors, mon ami Marc Lazare va en parler, donc je ne vais pas développer ce point. Simplement, je vous indique que nous avions 11 candidats. La France produit beaucoup de candidats. On en avait 16 en 2002 quand même. On en a 11 en 2017. Sur les 11 candidats, notez ceci, 8 sont des candidats anti-système. Et si on fait le total de leurs votes, on obtient presque 50% au premier tour. Je n'en dis pas plus, encore une fois, mais c'est déjà quelque chose qui doit nous faire réfléchir. Les élections autrichiennes, ensuite, toujours en 2017, bien sûr, ont eu lieu récemment, vous les avez peut-être suivies. La droite a gagné, mais en se cachant derrière un autre nom, la liste Kurz, du jeune Premier ministre, probablement, Sebastian Kurz, et les populistes sont à 26%. C'est leur meilleur score depuis qu'ils existent. Ils ont égalisé leur meilleur score. Je fais juste un petit commentaire sur les élections autrichiennes qui viennent d'avoir lieu parce que pour moi, ce sont des indications que je voudrais partager avec vous. Il y a eu des discussions avant les élections entre les sociodémocrates et les populistes. Et les discussions ont abouti au résultat suivant. Si nous, les sociodémocrates, nous sommes premiers, si vous, les populistes, vous arrivez derrière, on fera une coalition. Et donc, la puissance du populisme est telle désormais en Europe que même sans gagner, ils arrivent à influencer le comportement des candidats non populistes, ils arrivent à contraindre des coalitions. Sebastian Kurz va gouverner avec les populistes, évidemment. Et ils arrivent aussi à imposer des thèmes
de campagne. La République tchèque, que je vous montre maintenant, les élections viennent d'avoir lieu, vous le savez, avec la victoire d'un populiste milliardaire, Andrej Babiš, industriel, milliardaire. C'est le parti ANO 2011, qui a été fondé donc en 2011, le parti ANO, qui veut dire oui en tchèque. 29, on ne sait pas oui à quoi. C'est ça qui est très large avec le programme populiste. Ça peut être non, mais on ne sait pas à quoi, ou oui, mais on ne sait pas à quoi. Et chacun il peut y ranger dans cette boîte immense ses propres oui ou ses propres non. C'est pour ça que c'est assez caractéristique du geste populiste. Presque 30% pour Babiš qui remporte les élections en République tchèque. Mais il faut souligner, parce que ça aussi c'est très intéressant, que le pouvoir en place qui a été battu était social-démocrate, et que son bilan de gouvernement est excellent. Le plein emploi, zéro chômage, une croissance de presque 4%, un pouvoir d'achat des fonctionnaires qui a été augmenté de 15 à 20%. Pourquoi a-t-il été battu, ce courageux social-démocrate qui avait bien gouverné? Parce que les Tchèques ne veulent pas d'immigrés. Et combien y a-t-il d'immigrés en République tchèque, de réfugiés? L'Europe a voulu envoyer 2600 réfugiés en République tchèque. Les Tchèques en ont accepté 12. 12. Mais c'est trop. Il faut que ça s'arrête. Donc il y a la sensibilité, vous le voyez, est considérable. Voilà. Alors, il y a comme cela maintenant en Europe beaucoup de partis, voici la liste, mais je ne vais pas être trop long sur la liste, beaucoup de partis, il y en a partout dans tous les pays, de toutes les façons possibles. Ils apparaissent récemment aux Pays-Bas, il y a un nouveau parti, Forum, qui est apparu. Donc c'est une véritable épidémie politique, à droite principalement, mais aussi un peu à gauche, Podemos, Samobrona en Pologne, Syriza en Grèce, Die Linke en Allemagne, France Insoumise en France, le Smer en Slovaquie, etc. Quelques éléments de compréhension, ou tentative en tout cas de compréhension de cette situation. D'une part, avec ces données, alors qu'elles sont présentées en anglais, mais elles sont assez claires. Les chiffres, en tout cas, j'espère, sont clairs. C'est simplement pour qu'il n'y ait pas d'ambiguïté. L'opinion des Européens, dans ce contexte-là, c'est celle-là. C'est-à-dire, ce sont des Européens qui n'expriment pas d'intolérance à l'égard des différences. Il n'y a pas en Europe d'opinion raciste, intolérante. Je vais un peu vite nécessairement, mais les données que nous avons là sont assez claires. On tolère les opinions différentes, on tolère les religions différentes, on tolère les orientations sexuelles différentes, on tolère les origines différentes, en tout cas dans l'expression. Il n'y a pas d'indication de fermeture mentale ou psychologique qui pourrait expliquer cela. Donc ça n'est pas ça le schéma. La globalisation est plutôt perçue comme une opportunité par les Européens, plus à l'ouest qu'à l'est, comme on le voit ici. Et donc les Européens, à chaque fois, il faudrait spécifier le pays, bien sûr. Mais par exemple, on ne peut pas expliquer le populisme par la peur de la globalisation. Les Néerlandais sont pour la globalisation, les Tchèques, les Polonais, les Hongrois, les Allemands, les Danois, les Suédois, les Finlandais. Tous ont des partis populistes importants, les Suisses. On ne peut pas expliquer le populisme par le rejet de la globalisation économique. On ne peut pas expliquer le populisme par le chômage. Il n'y a pas de chômage en Autriche, pas beaucoup. Il n'y en a pas en République tchèque. Il n'y en a pas en Suisse. Il n'y en a pas en Norvège. Il n'y en a pas dans les pays nordiques. Il y en a toujours un peu, mais enfin, ce n'est pas ça l'explication. Vous voyez ? On ne peut pas expliquer le populisme par la richesse du pays. Si la Suisse et la Norvège sont des pays à problème, alors il faut arrêter d'espérer. Si nous n'avons pas comme horizon de devenir Suisse, enfin, moi non plus, moi non plus. Mais non, mais moi, on doit être très proche, puisque moi, par la Guyane, nous sommes très proches. Moi, je pense comme vous. Mais quand même, en matière de réussite matérielle, vous voyez, on ne peut pas dire que la Suisse ait beaucoup de problèmes. Le parti populiste suisse est à 30%.
Donc c'est pas ça l'explication que l'on peut retenir, même si ça peut jouer ici ou là. Et donc, l'hypothèse que moi je retiendrai est plutôt celle d'une sorte de réaction à une double dégradation, une double remise en cause qui ne touche pas nécessairement les mêmes personnes. Je ne peux pas rentrer dans les détails sociologiques de l'affaire. Mais disons que d'un côté, il y a les Européens qui ont le sentiment de perdre leur niveau de vie. On le voit dans la classe ouvrière, on le voit dans certains secteurs, passons. Il y a aussi des Européens qui ont le sentiment de voir leur style de vie disparaître ou être menacé. Et d'une certaine manière, c'est un peu l'idée que mon niveau de vie peut être menacé par l'évolution du capitalisme mondial, mais mon style de vie est menacé par, en Europe, très largement, l'immigration, l'islam, les phénomènes culturels de globalisation qui viennent bouleverser ce que les Autrichiens appellent la Heimat, hein, le foyer, la culture à soi intime qui fait qu'on se sent chez soi. Hein, et les Européens, de plus en plus nombreux, nous disent que c'est de moins en moins le cas, d'où l'apparition de revendications comme celle-là, le chauvinisme social ou l'ethno-socialisme, le socialisme pour les Blancs, en quelque sorte, hein, un socialisme ethnique, hein, qui est un thème que l'on a vu surgir sur notre continent. Et puis cette espèce de contradiction entre la fin du pluralisme politique, dont je vous ai parlé tout à l'heure, et l'apparition d'un multiculturalisme. Et les pays de l'Europe centrale et orientale, désormais rejoints par la République tchèque, conduits sur le plan idéologique, je dirais, par la Hongrie, mais menés tout autant par la Pologne, sont en train de développer une sorte de théorie de l'Europe alternative. Oui à la démocratie, non à la société ouverte. Et c'est un point qui, sans doute, va marquer très certainement les années qui viennent. Alors, je vais passer sur toutes ces données-là parce que je n'ai pas du tout le temps, mais simplement ces points-là. Vous voyez, l'islam est une menace pour 58% des Européens. C'est très relancé, alimenté par les attentats, et je le dis bien sûr en songeant à ce qui s'est passé hier à New York, comme nous sommes tous marqués par ce dernier événement. Les États-Unis, c'est 58%, mais ne doutons pas que cela augmentera, évidemment. L'immigration est plus positive que négative pour notre pays. En Europe de l'Est, ils ne sont que 21% à répondre cela, 44% en Europe occidentale. On pense plutôt que l'immigration a des effets négatifs. Ça, c'est pas pareil aux États-Unis, mais je passe là-dessus. Je passe sur ces cartes qui ne se lisent pas. Je vais accélérer un peu. Simplement, ici, voilà, sur des éléments qui sont très parlants et qui concernent la projection dans le futur, où l'on voit en gros que les Européens, qu'ils soient à l'Est ou à l'Ouest, anticipent un futur pour leur pays, pour eux-mêmes, pour leurs enfants, un futur de dégradation de leurs conditions. Donc l'Europe est prise aujourd'hui dans une anticipation majoritairement négative du futur pour soi, ses enfants, son pays. Et ça, c'est un élément, je pense, qu'il faut garder présent à l'esprit, qui est extrêmement déterminant si l'on veut avoir à l'esprit le phénomène populiste présent. Et puis, je termine par, en forme de conclusion, par des dernières considérations sur cette situation présente. Le populisme en Europe s'est installé comme l'une des grandes forces politiques qui ne cesse de grandir. C'est un populisme que je qualifie de patrimonial parce qu'il prend en charge la défense, il prétend prendre en charge
la défense du patrimoine matériel, le niveau de vie, et immatériel, le style de vie, la culture, certains disent l'identité. Et c'est un populisme efficace. On le voit dans les résultats électoraux. Donc c'est un critère qui est particulièrement pertinent, vous le savez. Il n'y a pas que les sondages, il y a les élections. Ce populisme est installé désormais. Il arrive à dérégler le système européen. Le président Emmanuel Macron a prononcé 2 grands discours récemment à Athènes et à Paris à la Sorbonne pour lancer un grand sujet sur la souveraineté européenne. C'est une grande question, c'est une réponse possiblement appropriée à la situation historique de l'Europe. Et il espérait évidemment, quand il a écrit ce discours qu'il a transmis à Angela Merkel avant de le prononcer, je parle du discours de la Sorbonne au moins en tout cas, mais il l'a transmis avant les élections en Allemagne. Et les élections en Allemagne vont faire baisser l'enthousiasme d'Angela Merkel, parce que sa tâche est devenue compliquée. Les élections en Autriche compliquent la tâche d'Emmanuel Macron. Les élections en République tchèque vont renforcer ce groupe de l'Europe centrale et orientale hostile au pouvoir transnational. Et donc ça commence à gêner le fonctionnement. Ça commence, c'est pas d'aujourd'hui, mais ça va maintenant véritablement gripper, presque bloquer le fonctionnement européen. Et il va falloir, dans les 10 années qui viennent, peut-être 5, peut-être 10, il y a une course entre la progression des populistes, d'un côté, qui ont gagné en République tchèque, qui ont gagné au Royaume-Uni, si vous me permettez, puisque c'est le Brexit, qui ont quand même gagné, d'une certaine manière, à travers la séparation avec l'Union européenne. Une course de vitesse entre cette poussée des populistes et la construction d'une Europe capable de rassurer les Européens sur leur futur. Mais pour répondre dans le sens d'Emmanuel Macron, avec l'idée d'une souveraineté européenne, qui pour moi en tout cas me paraît appropriée, il faut accepter d'aller vers une politique post-nationale. Et les populistes, eux, bien sûr, vont se spécialiser dans l'opposition à cette politique. Et c'est ce grand combat qui se dessine dans les 5 à 10 ans qui viennent. Et vous savez bien, nous avons tellement de points communs et de relations entre l'Amérique latine, le Brésil, l'Europe et la France. Vous savez tout cela. Si l'Europe se grippe, si elle se disloque même, le monde ne sera pas le même. Pour les Européens, ce sera sans doute, à mon avis, une catastrophe, mais je pense que le visage du monde ne sera pas tout à fait le même. Ce qui ne me rend pas entièrement pessimiste, je termine par ça, c'est que les Européens ont quand même le sens de l'intérêt matériel. Et voyez ces données issues de l'enquête dont je vous ai parlé, elles sont pour moi particulièrement intéressantes. Voyez la dernière colonne à droite, si vous la voyez, j'espère que vous la voyez. C'est la moyenne dans l'Union européenne. 58% des Européens sont favorables à l'euro. Vous voyez la ligne euro. 45% sont favorables à l'Europe. Les Européens sont plus attachés à la monnaie qu'à l'Union. Plus à monnaie, hein, qu'à l'idée, qu'à la cause, hein, qu'au principe. Hein. Et ça, c'est à la fois un peu triste, on va dire, c'est pas très romantique, mais en même temps, c'est rassurant. Parce que si du côté de la monnaie, on arrive à tenir bon, je crois que les populistes perdront dans les pays de la zone euro. Le grand protecteur aujourd'hui de la démocratie en Europe, c'est M. Draghi. La grande institution qui défend la démocratie, c'est la Banque centrale européenne. La capitale démocratique, c'est Francfort, hein, aujourd'hui, en Europe. Hein. Et si Marine Le Pen a perdu face à Emmanuel Macron, ce n'est pas parce qu'elle était mauvaise candidate. On ne vote pas nécessairement pour ces gens-là parce
parce qu'ils sont des virtuoses de l'économie. C'est parce qu'elle a fait peur. Il y a beaucoup de raisons, elle était très mauvaise quand même. Hein. Mais on a peur pour notre patrimoine. Ce n'est pas un front républicain, c'est un front monétaire. Hein. Ce n'est pas très glorieux, hein, mais ça marche. Hein. Et les populistes, aujourd'hui, sont souvent battus parce qu'ils menacent l'euro. Geert Wilders a menacé l'euro. Marine Le Pen. En Autriche, Höfner et Strache, son patron, disent beaucoup. Vous savez, l'euro, on n'est pas pour une sortie, on n'est pas content, mais enfin, on va s'en contenter. C'est devenu une vraie protection. Les Européens sont encore attachés et reconnaissent en ce sens l'efficacité matérielle de l'Europe dans la valeur de l'euro, et aucun ne veut que son patrimoine, qu'il va laisser à ses enfants, soit traduit dans le nom d'une monnaie, le franc par exemple, qui est peut-être un nom qui évoque un passé nostalgique, mais dont on sait que la valeur sera très inférieure. Et là, nous avons un point de résistance. Et c'est pour ça, et je termine vraiment là-dessus, que Emmanuel Macron a un enjeu majeur, qui est d'arriver à consolider la position de la France dans la zone euro en réduisant les dépenses publiques pour réduire le déficit. Et donc là, en parlant de politique budgétaire, on parle vraiment de grande politique. Merci beaucoup.